On reprend sur cette fin de matinée, s'il vous plaît. Donc avec la présentation de l'IGN sur la démarche qualité, enfin donc la qualité à l'IGN, hein, comme c'est marqué sur l'écran, présenté par Lionel Gaudio. Donc là on rentre un peu plus dans la partie un peu moins conceptuelle peut-être et un peu plus technique. Bon, je ne connais pas sa partie, donc je pense que c'est là-dessus qu'il va agir. Non. Non. Donc voilà, je vous laisse regarder la présentation. Normalement, on fera la pause sur le point de vue logistique vers 13h, 13h15 au restaurant administratif à côté. Je vous donnerai des détails et puis on passera sur des grosses parties techniques après cet après-midi. À tout à l'heure. Lionel, c'est à toi. C'est à moi. Non, ça va pas être justement trop technique et ça tombe bien. Enfin, je pense que si j'avais axé ma présentation sur la technique, j'aurais été moins brillant que mes prédécesseurs à ce pupitre. Donc c'est pas une mauvaise chose. Et bah oui, il y a des spécialistes de la normalisation et de la qualité à l'IGN. Je n'en fais pas partie de ces spécialistes de la normalisation. Donc il y en a peut-être qui sont déçus, il y en a peut-être qui sont contents. Donc moi, par contre, ça fait quelques années que je suis au contact des utilisateurs à l'IGN, donc je vais aborder aussi cet aspect-là de la qualité. Finalement, une donnée de qualité, c'est une donnée qui est utilisable à l'extérieur de l'IGN et pas que à l'IGN. Donc je vais faire quand même un petit peu d'histoire. La démarche d'amélioration de la qualité à l'IGN, elle n'est pas récente. Elle date d'une bonne vingtaine d'années. Moi, je pense qu'on est même plus proche de la trentaine, en tous les cas, enfin, a priori du début des années 90, avec un système de management de la qualité fondé sur les normes ISO. Alors, dans un premier temps, uniquement fondé sur les normes ISO, hein, donc maîtrise des processus, maîtrise du système de management et de la documentation, et puis un réseau d'acteurs autour de la qualité, avec des responsables de qualité, de service, de direction, avec une démarche qualité qui est entièrement intégrée dans la démarche stratégique de l'établissement. Donc ça fait un certain temps. Ça se décline dans un manuel qualité, dans une charte qualité qui est appliquée par tous. Et puis, plus récemment, il y a eu une démarche de certification. Alors, un petit peu avant 2010, en fait, puisque le premier service qui a été certifié à l'IGN, c'est l'unité de travaux spéciaux. Voilà, donc c'est une partie un peu particulière de la production, qui fait de la métrologie essentiellement. Et ça, c'était plutôt en 2005. Et puis, en 2010, il y a eu une démarche pour certifier la quasi-totalité des activités de l'établissement. Alors finalement, en 2010, c'était la conception, la commercialisation, la production, la diffusion des bases de données. Alors c'est beaucoup de choses, et des cartes, donc c'est beaucoup de choses à l'IGN, mais c'est pas toutes les activités de l'IGN. Il y avait notamment pas tout ce qui était activité support, et il n'y avait pas les activités de recherche et d'enseignement. Donc lorsque cette certification a été renouvelée en 2013, il ne manquait plus que la recherche et la formation. Donc c'était toujours sur la norme ISO 9001-2008. Et puis nous allons avoir un audit de renouvellement de la certification en fin d'année, à l'automne. Et donc cette fois-ci, ça sera sur la norme 2015. Et cet audit vise à certifier l'ensemble des activités de l'IGN, donc y compris les activités de recherche et d'enseignement. Donc voilà, donc j'espère que d'ici la fin de l'année, toutes les activités de l'IGN seront certifiées. Donc ça, c'est juste un peu d'histoire, mais finalement, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Il y a toujours un zoom là, vous ne voyez pas toute la diapo, c'est dommage. La qualité de l'information géographique, c'est quoi? Alors on en a beaucoup parlé ce matin, mais je vais essayer de l'aborder de façon un peu différente. Vous verrez moins d'équations et moins de techniques. C'est parfait. Finalement, l'information géographique, c'est une représentation du terrain. C'est pas le terrain. Et donc, je pense qu'il faut être conscient de ça. Et voilà, on ne l'a pas forcément dit clairement ce matin. Alors, ça paraît évident, mais il faut l'avoir à l'esprit. La carte n'est pas le territoire. La carte ou la base de données est une représentation du territoire.
Et cette représentation, elle est définie par des spécifications qu'on s'est fixées. Et finalement, l'autre aspect de la qualité, c'est que ces spécifications doivent répondre, si possible, enfin pas si possible, doivent répondre aux usages qu'on veut faire de la donnée. C'est-à-dire que si on produit de la donnée qui répond à des spécifications, mais que ces spécifications sont totalement hors sol et ne correspondent pas à ce que les gens veulent faire de la donnée, on ne fait pas non plus de la qualité. Donc il y a bien ces deux aspects-là, répondre aux spécifications et que ces spécifications répondent aux usages qui doivent être faits de la donnée. Donc je vais essayer d'aborder vraiment ces deux aspects-là et comment on gère ces deux aspects-là à l'IGN. Et finalement, la partie mesure de la qualité, elle a largement été abordée ce matin. Et par contre, la partie usage, un petit peu moins. Donc, je l'ai dit, c'est des spécifications adaptées et le respect de ces spécifications. Alors pour avoir des spécifications adaptées, ça suppose, quand on est un établissement producteur de données, qu'on discute avec les utilisateurs et qu'on n'écrit pas ces spécifications dans notre coin, tout seul. L'IGN n'a jamais fait ça, bien sûr. Vous le savez tous. Et puis ça suppose ensuite, effectivement, qu'on respecte ces spécifications. Alors le respect de ces spécifications, finalement, il est largement prévu dans la mise en place des processus. Quand on met en place un processus de production de la donnée, quand on est producteur de données, déjà on se garantit a priori qu'on va respecter l'essentiel des spécifications, et notamment en termes de géométrie et de qualité géométrique. Pour l'aspect sémantique et qualitatif, c'est parfois un peu plus compliqué de se baser uniquement sur le processus. Voilà, donc mesurer la qualité, on en a pas mal parlé ce matin, donc on le fait évidemment, on fait des contrôles qualité sur la géométrie, sur la sémantique, voilà, donc je ne vais pas insister, moi aussi j'ai 2-3 équations, elles sont beaucoup plus simples, et puis elles sont là juste pour illustrer le propos. Voilà, on mesure la qualité en écart moyen quadratique la plupart du temps, en tous les cas par la précision géométrique. On s'intéresse aussi aux classes de précision parce que malgré tout il y a un RT qui existe et qui nous oblige à définir la qualité en classe de précision. Et puis, il y a aussi l'adéquation des jeux de données, des données produites, l'adéquation des spécifications. Et ça, c'est un peu plus compliqué de savoir si finalement ce qu'on produit correspond à ce que vous attendez. C'est un peu plus compliqué parce que déjà c'est variable dans le temps. Une donnée qu'on produisait il y a 15 ans et qui convenait bien à tout le monde, aujourd'hui elle ne convient pas forcément. Je pense qu'il y a 20 ans, beaucoup utilisaient la BD Carto et on était très satisfaits. Je ne suis pas sûr que vous soyez encore très très nombreux à utiliser la BD Carto. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une donnée de qualité, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une donnée qu'il faut continuer à produire, mais voilà, l'adéquation des spécifications aux besoins et aux usages, elle varie forcément dans le temps. Je pourrais l'illustrer sur l'ortho aussi, mais j'en parlerai un petit peu en fin de présentation. Donc c'est variable dans le temps. Et puis il y a un autre aspect de l'adéquation des spécifications, c'est l'acceptation du coût. C'est-à-dire qu'on peut vouloir des données de très très bonne qualité, je dirais intrinsèque, aller chercher un espèce de truc qui fait tout, un espèce de Graal qu'on voudrait tous, mais que personne ne sait produire, ou en tous les cas que personne ne sait produire à un coût raisonnable, et que personne, ni vous, ni la puissance publique, quel que soit le financeur, dont personne n'est prêt à supporter le coût. Donc on est obligé de prendre quand même en considération cet aspect du coût pour savoir comment on va définir les spécifications d'un produit et savoir ce qu'on va produire. Hop. Alors, une fois qu'on a dit ça, il s'agit quand même d'essayer d'améliorer la qualité des données, puisqu'on est dans une démarche de qualité. La démarche de qualité, elle vise vraiment à ce cercle vertueux où on écoute les utilisateurs et on cherche toujours à répondre au mieux à leurs besoins, et quand leurs besoins évoluent, à évoluer avec.
Donc pour ça, il est nécessaire de connaître les usages. Je ne vois pas comment on peut prétendre faire une donnée de qualité, même si sa précision géométrique est au top, si on ne connaît pas les usages qui en sont faits derrière. Donc ça suppose qu'on est en lien avec les utilisateurs, et pour ça, on s'appuie notamment sur les plateformes, et je ne dis pas ça parce qu'on est au CRIJ, mais voilà, pour l'IGN, il est très important d'avoir des plateformes régionales pour avoir ce lien avec les utilisateurs, parce qu'il y a de plus en plus de mutualisation, il y a des données gratuites, voilà, et donc c'est pas toujours évident d'avoir un retour des utilisateurs. Donc les plateformes permettent de faire ce lien, et il faut qu'on s'appuie dessus, et il faut qu'elles continuent à exister et à se renforcer. Voilà. Et puis on fait des enquêtes usage. Voilà. Le terme d'enquête, je l'aime pas beaucoup, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, mais voilà, on peut vous solliciter pour aller vous voir, non pas pour essayer de savoir de quoi vous avez besoin, mais simplement pour savoir déjà ce que vous faites. C'est très important pour nous, et si certains veulent nous expliquer ce qu'ils font, n'hésitez pas, vous nous le dites, voilà, moi j'aimerais bien vous présenter ce que je fais, puis on vient vous voir et on ne parle que de ce que vous faites, et on ne cherche pas dans un premier temps à savoir si l'IGN peut répondre à quoi que ce soit, mais juste à savoir ce que vous faites et ce que vous faites avec l'information géographique. Et puis pour organiser cette concertation et faire en sorte qu'il y ait un réel impact et une réelle influence des utilisateurs sur la programmation de l'IGN, eh bien on a mis en place depuis quelques années des comités régionaux de programmation et un comité national de programmation où on donne la parole aux utilisateurs sur la programmation de la production des référentiels et des services de l'IGN. Et quand je dis programmation, il ne s'agit pas uniquement de calendrier, mais il s'agit bien aussi de donner la parole sur les spécifications de ce qui est produit. Alors, tout ça peut avoir une notion de coût, hein. Il ne s'agit pas de dire bah, non, on fait ce que vous voulez et puis il n'y a pas de problème. Il peut y avoir une notion de coût derrière, mais en tous les cas, voilà, notre rôle, c'est un rôle de service public et c'est de produire de la donnée et des services qui répondent aux besoins des politiques publiques. Et finalement, les politiques publiques, elles sont mises en œuvre par l'État, qui assure notre tutelle, mais aussi par les collectivités locales. Et si on ne répond pas aux besoins des collectivités locales, ben, on ne répond pas à notre mission. Donc à partir de tout ça, on va faire en sorte de construire une offre cohérente, donc avec des données de référence et des services. Hein. C'est de plus en plus, il ne s'agit pas juste de produire des données, mais il s'agit de produire des services. C'est-à-dire une façon différente d'accéder à la donnée. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont, c'est aussi les services qui font la valeur de la donnée. Et puis, on va adapter la programmation. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être en termes de spécification et de calendrier. Alors, je vais faire un petit zoom sur PACA quand même. Sur PACA, on a déjà fait 3 comités régionaux de programmation. Le 4e sera cette année. Ça fait partie des quelques régions où on fait des comités de programmation depuis que ça a été décidé à l'IGN et où on n'a pas sauté une année. Hein, donc on peut le dire. Et puis ça a eu un impact, je dirais, dès le début, hein, sur le programme d'orthophotographie, à la fois sur le calendrier de production, puisqu'on a pu changer les années de prise de vue en fonction de ce qui s'était souhaité localement, sur les spécifications avec des orthos à 20 cm et même une première à 15 cm sur les Bouches-du-Rhône, et puis la production et la livraison d'Ortho Express. Et là, il y a bien une acceptation du coût, puisque ces orthos coûtent plus cher que celles qui sont produites et qui nous sont payées par notre tutelle et par notre subvention. Et donc le coût est partagé entre l'IGN et les collectivités. Et puis il y a d'autres sujets qui seront à l'ordre du jour du prochain comité régional de programmation. C'est le DILAR, l'occupation du sol grande échelle, la baie des topages, enfin un certain nombre de choses où là aussi il faut que ce qu'on produit corresponde à ce qui est attendu. Donc pour améliorer la qualité,
améliorer la qualité, c'est en améliorer l'exhaustivité, le délai de mise à jour, et puis c'est éventuellement aussi produire des données supplémentaires qui ne le sont pas aujourd'hui à l'IGN. Et si possible, ça, il faut le faire sans surcoût. Donc c'est pas toujours possible, hein. Dans le cas de l'ortho, c'est pas possible, mais en tous les cas, si on veut essayer de le faire sans surcoût pour l'IGN, parce que les ressources sont limitées, il faut nécessairement recourir au collaboratif. Et ça fait partie de la démarche qualité de l'IGN que de recourir de plus en plus au collaboratif. Alors c'est évidemment via le guichet de la base adresse nationale adresse.data.gouv.fr. Et puis c'est aussi via un espace collaboratif IGN qui existe depuis plusieurs mois maintenant. Cet espace collaboratif, les contributeurs sont identifiés. Il y a aussi des groupes de contributeurs sur voilà, ça peut être, on le verra après, ce que peuvent être ces groupes. Et c'est pour quoi faire? C'est pour faire des signalements, être informé de leur traitement, c'est-à-dire qu'on sait quelle est la suite d'un signalement, comment il est pris en compte ou non par l'IGN. Ces signalements arrivent directement aux gens qui sont chargés de faire la mise à jour des bases de données, hein. Donc quand vous faites un signalement sur PACA, il arrive chez un collecteur qui est à la direction sud-est, à 2-3 km d'ici. Ça permet aussi, quand on est dans un groupe, d'accéder aux données auxquelles a droit ce groupe. C'est-à-dire si vous êtes un SDIS ou un conseil général que vous avez droit à la BD Topo gratuitement, vous allez pouvoir définir une zone de téléchargement et télécharger la donnée aussi souvent que vous le voudrez et télécharger la donnée qui est rafraîchie. Puisque via cet espace collaboratif, il y a un gros avantage, c'est que vous pouvez visualiser. Alors on le peut aussi sur le géoportail maintenant, mais il faut bien chercher. Visualiser la donnée telle qu'elle est à l'IGN à J+1. C'est-à-dire qu'il y a une réplication de notre base de production à J+1 et ça évite de signaler des choses qui finalement ont déjà été mises à jour. Et puis il y a des plugins SIG qui vous permettent de faire des signalements directement à partir de vos SIG et pas directement sur l'espace. L'espace collaboratif aujourd'hui, c'est plus de 100 groupes existants, dont 40 SDIS, 43 000 signalements et 31 000 pris en compte. Alors 31 000 pris en compte, je trouve que c'est pas mal, hein. Les autres, ils ont soit été rejetés parce que hors spécification ou parce que déjà corrigés ou en cours de traitement. Mais voilà. Hop. Et puis, donc, l'orthophotographie. Alors, un focus rapide sur l'orthophotographie et sur finalement quelle a été la démarche qualité sur l'orthophotographie. La BD ortho, hein, il y a quelques années, c'était des prises de vue argentiques scannées à une résolution de 68 cm. Bon, ça, c'est un peu ancien quand même. À partir de 2004-2005, c'était des prises de vue numériques couleur. Et puis c'était un programme national avec un renouvellement quinquennal sur lequel les acteurs régionaux et locaux n'avaient finalement pas grand-chose à dire. Les spécifications étaient respectées, donc de ce point de vue-là, la qualité était respectée. Mais est-ce qu'on répondait aux besoins des collectivités ? Je crois qu'on n'y répondait pas vraiment, mais je pense que vous avez votre idée sur le sujet aussi. Donc qu'est-ce qui n'allait pas ? La résolution, puisque la plupart des départements et régions souhaitaient des orthos mieux résolus. Le rythme de renouvellement et puis le délai de disponibilité qui pouvait atteindre, qui était rarement inférieur à 1 an après la prise de vue et qui pouvait atteindre 18 mois, voire un peu plus. Donc c'était de la donnée qui était plus très fraîche. Et comme le disait un ancien directeur général de l'IGN, la donnée géographique, c'est comme le poisson, si c'est pas frais, c'est pas bon. Donc, l'orthophotographie maintenant, aujourd'hui à l'IGN, c'est la possibilité de faire des orthophotographies à 20 cm avec des financements partagés, je vous l'ai dit, hein, pour faire des données de meilleure qualité. Il faut que le coût en soit accepté. Un renouvellement triennal et puis une diminution des délais de production. Alors pour les orthos standards, mais surtout avec un produit nouveau qui est un produit intermédiaire, qui est une version dite Ortho Express et qui est disponible de 2 à 3 mois après la fin de la prise de vue.
Donc ça, c'est bien un critère de qualité. Ça ne veut pas dire que la précision géométrique est meilleure, mais en tous les cas, on a des données qui sont disponibles plus rapidement et on répond à un besoin. Donc on fait de la qualité. Et en PACA, toujours un petit focus sur PACA, l'adaptation du programme, ça a été une ortho à 15 cm dans les Bouches-du-Rhône. C'est des orthos à 20 cm qui sont disponibles sur les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes et le Vaucluse, avec systématiquement la livraison d'Ortho Express, sur lesquels on a échangé aussi et débattu avec les utilisateurs pour savoir si ça répondait aux besoins et à quels besoins ça répondait. Et puis des orthos aussi à 20 cm qui sont programmés sur les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var avec des prises de vue 2017. Les Bouches-du-Rhône sont déjà photographiées d'ailleurs. Et puis là aussi un partage des coûts, alors dans des conventions de services d'intérêt économique général, et une diffusion de ces données en licence ouverte. Et là aussi, on répond à un besoin. C'était une demande forte que d'avoir des données qui soient largement ouvertes. Donc tout ça, il y a 10 ans, enfin même il y a 5 ans ou 6 ans, à l'IGN, ce n'était pas possible. Licence ouverte, non. C'était licence IGN, éventuellement étendue, mais de toute façon pas ouverte. Et puis, il n'y avait pas d'adaptation des spécifications. Et je finis très rapidement sur finalement en quoi on fait de la qualité, de la meilleure qualité, de la moins bonne qualité. Voilà, c'est pas évident à dire. Un petit comparatif entre l'Ortho et l'Ortho Express. En termes de disponibilité, l'Ortho Express est disponible plus rapidement. Donc on peut dire que c'est de ce point de vue-là, c'est un gain de qualité. En résolution, elle est un petit peu en dessous de l'ortho, simplement pour des questions de rapidité de calcul, parce que la prise de vue utilisée est la même. Donc il s'agit juste de traiter un peu moins de pixels. Important à dire en précision, alors là pour le coup on est écart moyen quadratique et on pourrait, j'aurais pu reparler des formules et des contrôles qualité qui sont faits pour s'assurer de ça. La précision est la même, voilà, c'est le MNT utilisé est le même, c'est simplement les mosaïcages qui sont différents, mais la précision absolue est la même. Donc les graphes de mosaïcage par contre sont un peu plus automatiques en Ortho Express et donc c'est parfois découpé au milieu d'un bâtiment, ce qui, on le verra dans les quelques images suivantes, peut faire des cisaillements au niveau d'un bâtiment, mais quand un bâtiment ou une route est cisaillée, ça ne veut pas dire que sa qualité géométrique est moins bonne, simplement l'erreur, elle est dans un sens sur une photo et dans l'autre sens sur l'autre photo, et donc on a un cisaillement. Et puis la précision, en plus, pour un bâtiment, elle est au sol et elle n'est pas au sommet du bâtiment. Égalisation radiométrique, là aussi un peu meilleure sur l'ortho, et évidemment le coût, puisque c'est un élément important, il est nettement inférieur quand on fait de l'Ortho Express. Donc juste 2-3 exemples, voilà, donc là des exemples de cisaillement sur une voie ferrée et sur une autoroute. Donc ça c'est des choses qu'on a dans l'Ortho Express et que normalement on n'a plus ou beaucoup moins dans l'ortho définitive. Des problèmes de radiométrie. Alors soit dû à des heures de prise de vue différentes ou à des dates de prise de vue différentes. Vraisemblablement à droite, on n'a pas la même date de prise de vue, donc on a utilisé pour faire l'ortho 2 clichés. Enfin, voilà, on ne peut pas forcément, on ne photographie pas rarement un département 2 jours ou 3 jours d'affilée. C'est pas toujours possible en fonction de la météo, et donc on peut avoir ce type d'écart qu'on va chercher à gommer grâce aux graphes de mosaïcage dans le cas de l'ortho définitive. Et puis ce qu'on ne traite pas dans l'Ortho Express, c'est ce qui est ouvrage d'art assez haut, donc qui n'est pas où l'orthorectification ne doit pas être faite sur le MNT, mais doit être faite spécifiquement. Et donc là, voilà, sur l'Ortho Express, le viaduc il est un peu, il tourne un peu parce que il est corrigé au sol. Et pour conclure, on pourrait se poser la question, est-ce que l'orthophotographie standard est de meilleure qualité que l'orthophotographie express? J'ai mis 2 fois standard, donc ça ne va pas. Ou inversement, les deux répondent à leurs spécifications, ou en tous les cas, il faut le vérifier, mais si on a vérifié que les deux répondent à leurs spécifications, on ne peut pas répondre à la question est-ce qu'il y en a une qui est de meilleure qualité que l'autre si on ne s'intéresse pas aux usages
et donc aux utilisateurs. Et c'est bien si le produit répond à ce que vous voulez en faire, qu'il est de bonne qualité. Sinon, il peut être super bon et avoir une super précision géométrique. Si ça ne répond pas à vos besoins, on n'en a pas grand-chose à faire finalement. Voilà. J'ai pas trop débordé? Merci Lionel.